Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui vont bien flipper. Vous allez voir, il y en a une des deux qui est un petit peu plus originale que l'autre, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Pour les personnes qui ne seraient pas abonnées, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous louperez aucun épisode. Et je vous promets, les histoires qui arrivent, elles sont vraiment folles. Rejoignez-moi également sur Instagram si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon quotidien. Et moi, en attendant, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Méline. Méline, elle a 29 ans et elle mène une vie relativement simple. Elle se lève, elle va travailler, ensuite elle rentre, elle mange un petit truc vite fait et elle se pose sur son canapé sans rien faire de spécial. Elle nous dit que c'est une fille tranquille, posée, qui essaye simplement de garder un rythme normal et de ne pas trop se fatiguer parce qu'elle nous explique que son travail, il l'épuise déjà bien comme il faut. Elle nous confie qu'elle n'a pas grand chose à raconter, simplement un quotidien plutôt stable, qui d'ailleurs lui va très bien parce que Méline, c'est quelqu'un qui veut la paix, rien d'autre. Pas d'embrouille, pas de problème, uniquement la paix. Son travail, elle l'effectue dans un open space où elle fait de la gestion administrative. Le soir, pour rentrer, elle prend toujours le même bus à la même heure et au même arrêt. Et au fil du temps, elle nous raconte que c'est presque devenu un automatisme. Elle sait où se placer, où poser son sac, à quel moment arriver à l'arrêt pour ne pas courir. Et moi, mes amis, je suis exactement comme Méline parce que je sais exactement quand partir de la maison. Mais quand je vous dis exactement, c'est à la seconde près. Je sais que je dois être à telle minute précisément à tel endroit dans la rue pour pouvoir prendre le train en toute sécurité. Et notre amie Méline, elle nous raconte qu'à force, elle commence aussi à connaître le chauffeur. Après, vous me direz, quand on prend 4 fois le même bus dans la journée, c'est plutôt normal. Au début, pour Méline, ce chauffeur, c'est rien de plus qu'un gars qui conduit un bus. En gros, il fait son taf, elle monte dans le bus, elle lui dit bonsoir, et ça s'arrête là. Comme à peu près tout le monde, lorsqu'elle rentre le soir, Méline, elle est juste crevée. Donc, elle s'amuse pas à regarder qui y a autour d'elle, etc. Elle se pose dans le bus, elle met ses écouteurs, et basta. Mais un jour, elle nous explique que le chauffeur de bus, il la regarde un petit peu plus que les autres. Mais bon, elle se dit qu'il n'y a pas forcément d'explication, que c'est tout simplement un hasard. Donc, elle laisse couler. Le problème, c'est que ça arrive de plus en plus souvent. Petit à petit, l'homme commence à parler à Méline quand elle rentre dans le bus. C'est pas forcément d'une manière très agressive, mais c'est un truc pas très normal non plus. Parce que, je vous rappelle, ils ne se connaissent pas du tout. Notre amie, elle nous raconte qu'elle n'a pas remarqué tout de suite à quel point c'était bizarre, jusqu'à un moment où ce mec lui fait une remarque. Il lui dit « Ah, aujourd'hui c'est bizarre, tu rentres plus tard que d'habitude ?» Ou encore un autre jour, il lui fait une remarque un petit peu plus glauque, qui lui dit « Eh, tu as changé de parfum aujourd'hui. » Et dites-vous que même Méline, elle s'était pas forcément rendu compte qu'elle avait changé de parfum. Quand elle s'est levée le matin, elle a pris la première bouteille, tchouk tchouk tchouk, et fini. Un autre jour, il remarque la nouvelle veste qu'elle vient d'acheter. Donc on est d'accord, ça devient un petit peu obsessionnel si on peut dire. À chaque fois, Méline, elle répond poliment parce que c'est quelqu'un de poli. Ça change pas le fait qu'elle est gênée, mais elle sait pas comment réagir parce que c'est pas des insultes, c'est pas quelque chose de méchant, des menaces ou quoi. C'est gentil, mais ça la met mal à l'aise. Un jour, ce que Méline fait, c'est qu'elle décide de regarder si ce chauffeur de bus parle à tout le monde de la même façon, mais elle se rend vite compte que c'est pas vraiment le cas. Apparemment, il n'y a qu'avec elle qu'il est comme ça, très observateur. Donc là, ça lui met la puce à l'oreille. Elle se rend compte qu'aux autres passagers, le mec, il dit simplement bonjour, au revoir, merci. Et le fait de se dire que elle a un traitement de faveur, ça la met de plus en plus mal à l'aise, mais malheureusement, elle ne peut pas changer de ligne de bus. Aller à pied au travail, ce n'est pas une option, et aller en voiture encore moins, parce que comme moi, elle n'a pas le permis. Et oui, t'es choqué, vous êtes choqué, je suis choqué. 28 ans, pas de permis, j'aurais peut-être une licence d'Airbus A320 avant d'avoir mon permis. C'est un choix que j'ai décidé de faire, c'est la vie que j'ai décidé de mener, mais honnêtement, pour 2026, normalement, je crois que je suis obligé de le passer cette année. Parce qu'en fait, en Suisse, on a un truc qui s'appelle les premiers secours. C'est un cours qu'on doit faire avant d'avoir le permis. Et ce cours, mes amis, je crois que le problème, c'est qu'il est valable 5 ans. Ou 6, enfin, je sais plus, c'est un des deux. Mais tout ce que je sais et ce dont je suis sûr, c'est que si je ne passe pas mon permis cette année, je dois refaire ce cours. Et vous l'aurez vu ici en premier, si je dois refaire ce cours, je n'aurai jamais le permis de ma vie. C'était absolument abominable à faire, c'était extrêmement chiant. Donc, promis, cette année, je passe mon permis parce que sinon ça prend le bus toute la vie. Enfin bref, revenons à notre amie Méline, elle nous raconte que cette histoire, elle ne veut pas en parler à ses potes. Parce que déjà de 1, elle ne veut pas passer pour la personne qui interprète tout mal, et surtout elle a pas envie de leur dire un truc qui pourrait potentiellement les inquiéter, alors que concrètement, il n'y a rien pour l'instant. Elle essaye donc de relativiser, elle se dit que c'est simplement un chauffeur un petit peu bavard, peut-être un petit peu bizarre, mais qu'il fait simplement son travail et qu'il ne va rien se passer. Et même s'il devait se passer quelque chose, dans un bus, généralement il y a plusieurs personnes, donc on est en droit d'imaginer qu'elles vont intervenir. Quand elle prend le bus, Méline, elle essaye de rester assise au milieu, comme ça elle n'est pas trop loin de la sortie, ni même trop proche du chauffeur, et ça lui permet aussi d'éviter son regard dans le rétroviseur. Parfois elle met ses écouteurs sans musique, comme ça lui montre que elle en a rien à secouer de lui. Et ces petits détails, ça
lui donne l'illusion que tout va bien. Jusqu'au soir où elle finit le travail un petit peu plus tard que prévu. En gros, sa chef l'a retenue pour un dossier, elle a dû envoyer un mail de dernière minute. Enfin bref, les petites tâches qu'on adore. Et le truc, c'est qu'avec ça, elle a loupé l'horaire habituel de son bus. Du coup, ça fait qu'elle doit attendre le dernier bus de la soirée pendant à peu près 1 heure. Et ce bus-là, elle le déteste par-dessus tout parce que déjà, il fait tout nuit. Généralement à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de passagers. D'ailleurs, ça lui arrive même d'être parfois la seule parce que les gens rentrent un petit peu plus tôt. À l'extérieur, les rues, il n'y a pas d'éclairage, elles sont très calmes. Et tout ça, ça donne une ambiance un petit peu glauque. Mais bon, notre amie Méline, il lui en faut plus pour lui faire vraiment peur, elle est très courageuse. Donc, ce soir-là, elle prend ce bus. Quand elle arrive à quelques mètres de l'arrêt, elle voit que le bus est déjà là, avec les portes grandes ouvertes. Donc, elle accélère parce que si elle le loupe, c'est mort pour elle. Elle dort par terre dans la rue et on va pas se cacher qu'après une belle journée de merde au travail, c'est pas le truc le plus confortable. Le chauffeur, c'est le même que les autres jours, il la regarde monter sans vraiment avoir un sourire, mais il a toujours ce regard très observateur qui la met mal à l'aise. De façon très polie, elle lui dit bonsoir, elle valide son ticket, elle s'assoit un petit peu plus loin, et vous me direz, elle a toute la place du monde parce qu'il n'y a personne dans ce bus. Là, elle n'a qu'une hâte, c'est d'être chez elle dans 10 minutes, d'être sous la douche, au chaud, de se mettre en pyjama et d'aller dormir. Quelques secondes plus tard, le bus démarre et il roule normalement. Méline est assise vers le fond du bus, elle essaye de ne pas trop penser au fait qu'elle est seule dans un bus vide avec un chauffeur un petit peu particulier. Le bus continue d'avancer et c'est là qu'elle capte un truc bizarre. Le trajet qu'est en train de prendre le chauffeur ne ressemble pas du tout à celui d'habitude. Et pourtant, vous allez me dire, Méline, elle le prend quelques fois par jour, ce bus, donc elle le connaît par cœur sur le bout des doigts. La moindre façade d'immeuble, la moindre vitrine de magasin qu'elle croise, normalement, elle les reconnaît direct. Sauf que là, ce qu'elle voit par la fenêtre, c'est tout autre chose. Elle voit des ruelles qu'elle ne prend absolument jamais, des zones beaucoup plus isolées que d'habitude, et au début elle se dit que c'est peut-être normal parce qu'après tout, il fait très nuit à l'extérieur. Donc déjà, ça rend la chose un petit peu plus glauque et peut-être qu'elle ne reconnaît pas bien. Ou peut-être même que le bus fait un détour parce que y a des travaux sur la route ou un truc comme ça. Bon, elle regarde attentivement à l'extérieur pour voir s'il y a un panneau qui justifierait un détour, mais elle voit rien. Elle fronce un peu les sourcils, au début elle n'ose pas dire au chauffeur mais qu'est-ce que vous faites ? Elle hésite une seconde, puis finalement elle se penche légèrement vers l'avant et elle demande d'une voix très calme au chauffeur « Pourquoi est-ce que vous passez par là ?» Bon, le chauffeur, il en a rien à carrer, il ne tourne même pas la tête. Il regarde droit devant lui et il dit qu'il prend simplement un raccourci pour rentrer plus vite avec un ton parfaitement neutre. Pas agressif, mais pas sympathique non plus. Vraiment, complètement neutre. Bon, Méline n'insiste pas, elle ne veut pas le provoquer. Donc elle regarde les rues qu'elle ne connaît pas défiler encore quelques minutes. Mais à un moment, ça devient très étrange parce que Méline se rend compte qu'ils ne sont même plus dans la bonne ville. Elle a cette étrange impression que le bus s'enfonce dans une zone où personne ne passe le soir. Et ça, logiquement, ça commence à la faire flipper. Son premier réflexe, c'est d'appuyer sur le bouton rouge qui dit stop en appuyant bien fort dessus pour être sûr que le bus s'arrête. Le voyant s'allume bel et bien au plafond, donc normalement, le bus devrait s'arrêter. Mais, contre toute attente, il ne ralentit pas. Pas même un petit coup de frein très léger ou quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. Il continue de rouler. Là, notre amie commence vraiment à paniquer, mais elle essaye de garder son calme, elle se dit que peut-être il n'a pas vu. Alors, elle rappuie une deuxième fois, le voyant s'allume, mais le chauffeur n'en a rien à faire. Méline se recule dans son siège parce qu'elle sait qu'elle est probablement coincée, que même si elle se lève maintenant, elle ne peut pas ouvrir les portes parce que seul le chauffeur peut le faire. La seule solution, c'est de prendre le petit marteau qui est collé sur les fenêtres pour casser les vitres. Mais ça, c'est vraiment la solution de dernier recours, donc peut-être qu'elle va attendre un peu. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se penche encore une fois vers l'avant et elle dit au chauffeur « Excusez-moi monsieur, je voudrais bien descendre ici s'il vous plaît. » Là, le chauffeur lui répond un truc terrifiant. Il lui dit « Espèce de menteuse, pourquoi tu voudrais descendre ici alors qu'on est très loin de chez toi ?» Là, en entendant ça, Méline se fiche sur place. Sur le coup, elle ne sait même pas quoi répondre tellement ça la fait flipper parce que ça veut dire que potentiellement, le mec sait exactement où elle habite. À cet instant, elle pense à prendre son téléphone, elle se dit qu'elle va envoyer un message à une amie juste pour lui signaler qu'il y a une situation un petit peu bizarre qui est en train de se produire. Mais lorsqu'elle a le téléphone devant elle, elle ne sait même pas quoi écrire tellement elle a peur que le moindre geste attire son attention. Elle essaye de faire genre qu'elle cherche une musique, en fait elle est sur une conversation WhatsApp avec sa pote. Elle tape 2 mots, elle efface, elle retape 2 mots, elle efface parce qu'elle ne sait pas quoi écrire. Et surtout que la panique est en train de prendre le dessus. Dans sa tête, elle se dit même, si j'explique tout à ma copine, elle ne pourra rien faire. Donc, finalement, à quoi bon lui écrire ? À partir de là, elle nous raconte que le bus, il roule encore pendant très longtemps. Tellement longtemps que Méline en perd presque la notion du temps. À un moment, le chauffeur du bus lui dit « Tu sais Méline, ça fait un bout de temps que j'attends ce moment. » En entendant ça, la jeune femme, elle est pétrifiée, elle se dit « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Déjà, à quel moment est-ce qu'il lui parle ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça alors qu'il est censé se concentrer sur la route ?» Et le seul truc qu'elle trouve à lui répondre, c'est « Comment vous connaissez mon nom ?» Le truc, c'est qu'elle n'aurait jamais dû poser cette question,
parce que sa réponse va lui donner les larmes aux yeux tellement elle a peur. Ce détraqué lui répond « J'en sais beaucoup plus que tu ne le crois, mais t'inquiète pas. Tout ça n'aura plus d'importance d'ici quelques minutes. » Oh putain, le mec, peut-être qu'il va nous envoyer dans un mur, peut-être qu'il va nous envoyer dans un poteau ou dans un ravin. On n'en a aucune idée. Méline, elle est tétanisée et à partir de ce moment-là, le chauffeur ne parle plus du tout. Il conduit le bus sans bouger, on dirait un droïde, vraiment il ne dit rien et ça se voit qu'il va exactement dans un endroit précis, là où il veut aller et qu'il n'est pas en train de faire simplement des tours de ville. Méline garde les yeux fixés sur la vitre, elle regarde toutes les rues défiler une par une, elle cherche un endroit où elle pourrait potentiellement casser la vitre et descendre. Idéalement, il faudrait qu'il y ait des gens, par exemple un parc, une place ou n'importe quoi. Mais il n'y a rien, c'est vide comme une zone industrielle. Puis tout à coup, le bus ralentit. Méline, elle sent son cou qui est en train de se serrer tellement elle a peur. Le bus s'engage lentement dans une zone avec beaucoup de grillages et par terre, elle distingue des grands triangles qui sont peints. Très vite, Méline reconnaît l'endroit. Elle se trouve dans la gare routière. C'est en gros l'endroit où les bus restent la nuit quand ils ont fini leur service. Donc on pourrait presque appeler ça un dépôt. Le chauffeur fait une manœuvre, il gare le bus, il coupe le moteur et c'est là qu'elle voit un truc qui lui glace le sang parce que quand les portes s'ouvrent, elle voit plusieurs chauffeurs debout à l'extérieur, alignés près d'un bus immobile comme s'ils attendaient quelqu'un. Là, il la regarde comme s'il savait d'avance que c'était elle qui allait sortir de ce bus. Donc Méline, elle comprend en une seconde que si elle descend, il va probablement lui arriver quelque chose de très grave. Déjà, elle ne sait pas de qui il s'agit, elle sait encore moins si ces personnes sont des chauffeurs de bus ou des gens rien à voir, elle sait encore moins ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce qu'ils l'attendent elle, pourquoi est-ce que tout ça est en train de se passer, mais la seule chose dont elle est sûre et certaine, c'est que ce n'est pas normal. Méline, à ce moment-là, elle a une seconde pour réfléchir et lorsque les portes du bus s'ouvrent, elle saute à l'extérieur, elle se tourne vers la droite et elle se met à courir vraiment à l'opposé de ces personnes. Derrière elle, elle entend quelqu'un crier et qui dit « rattrapez-la ». Mais elle n'ose pas regarder, elle prend la première ruelle qu'elle trouve, puis une autre. Elle fait exprès de tourner à chaque fois qu'elle le peut, comme ça, idéalement, elle va les semer et le seul truc qu'elle veut, c'est mettre le plus de distance entre elle et ces gens bizarres. Heureusement, Méline se met à reconnaître vaguement le secteur où elle se trouve, parce qu'en fait, une amie à elle vivait ici il y a quelques années. Donc, dans la panique, et surtout parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre, elle prend la direction de l'ancienne maison de son amie, elle court au hasard, elle tourne, elle recommence, puis elle retourne, jusqu'à qu'elle voit la façade de cette fameuse maison. À ce moment-là, elle frappe comme une dingue à la porte, et à sa plus grande surprise, la mère de son amie vient lui ouvrir. Là, la mère lui dit « Méline, je suis très heureuse de te voir ici, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ? Et surtout... que ma fille n'habite plus là. » Bon, Méline, elle lui dit, écoute, on fera les explications après. Elle rentre à l'intérieur et elle lui dit très vite que ce n'est pas son amie qu'elle cherche, mais de l'aide. La première chose que voit cette femme, c'est une Méline qui est complètement en sueur, essoufflée et surtout complètement paniquée. Elle comprend vite que quelque chose de très grave s'est probablement passé, donc elle verrouille la porte et Méline fond en larmes parce qu'elle lui explique tout simplement ce qui vient d'arriver. Les deux femmes vont s'asseoir sur le salon, elles sont assises sur le bord du canapé. La dame lui apporte quelque chose à boire pour qu'elle se calme, mais malheureusement, Méline, elle tremble beaucoup trop. La femme reste aux côtés de notre amie, elle essaye de comprendre sans la brusquer ce qui lui est arrivé. Alors elle essaye de lui poser des questions relativement simples, du style « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que tu es blessé ? Est-ce que tu as mal à quelque part ?» Et Méline, en reprenant sa respiration, elle répond comme elle peut. Elle raconte que ce chauffeur, elle le trouve très chelou depuis le début, et qu'aujourd'hui, malheureusement au travail, elle a dû finir un petit peu plus tard que d'habitude. Donc elle a pris le dernier bus et que le trajet n'était pas le même que d'habitude. Visiblement, ce mec a pris un raccourci qui en réalité n'en était pas un, et que finalement il l'a emmené au terminal des bus avec des gens qui l'attendaient à l'extérieur. Mais de qui il s'agit et ce qu'il lui voulait, elle en a aucune idée. La maman de son ami l'écoute attentivement, elle voit bien qu'il ne s'agit pas d'une frayeur ou même d'un malentendu. Ce qui s'est passé, c'est bel et bien réel et c'est extrêmement grave. À un moment, elle lui prend doucement la main et elle lui dit qu'il faut absolument appeler la police tout de suite, pas demain, pas dans 3 secondes, maintenant. Méline hésite une seconde parce qu'elle est encore sous le choc. Elle se dit mais si j'appelle la police ils vont me retrouver et ils vont me tuer. Et peut-être même qu'ils vont pas me croire, qu'ils vont me prendre pour quelqu'un de parano ou je ne sais quoi. Et vu que la maman voit que Méline est un petit peu indécise et qu'elle a peur, elle prend son téléphone, elle compose le numéro de la police et elle les appelle. Elle explique calmement qu'elle a une jeune femme chez elle qui a été agressée, poursuivie, etc. Que en gros, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave et qu'il faut immédiatement appeler une patrouille. C'est une quinzaine de minutes plus tard que quelqu'un frappe à la porte. La mère va regarder par l'œillet, c'est 2 policiers et elle les fait entrer dans le salon. Là, il demande à Méline de tout reprendre depuis le début, donc pour mieux comprendre. Les 2 agents l'écoutent. Mais il y a un moment où on dirait qu'ils veulent comprendre une sorte de logique, comme s'ils voulaient être sûrs et certains qu'il ne s'agit pas juste d'un malentendu. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure des questions, on voit que c'est assez particulier, parce qu'ils lui demandent par exemple « Mais madame, vous êtes sûre que vous n'avez pas mal interprété ces paroles ? Ou encore, est-ce que vous êtes sûre qu'ils vous regardaient dans le rétro les autres jours ou c'était juste une impression ? Vous nous disiez qu'il y avait une dizaine de personnes qui vous attendaient à la gare routière, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait concrètement ? Est-ce qu'ils ont avancé vers vous ? Est-ce qu'ils vous ont parlé ? Donc,
Avec ces questions, Méline, elle capte qu'ils essayent de relativiser et surtout de minimiser tout ce qui s'est passé. Donc, elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est de répondre à tout ce qu'elle peut comme elle peut. Elle leur dit que voilà, ces personnes qui l'attendaient à la gare, elles ne bougeaient pas, mais qu'ils la fixaient, que son instinct lui a fait comprendre que quelque chose de dangereux était en train de se passer. Donc, les policiers notent tout ce qu'elle dit. En gros, ce qui est en train de se passer avec les policiers, c'est exactement ce que Méline redoutait, de passer pour quelqu'un de parano ou qu'on ne la croit pas. Alors que ce qu'elle a vécu, c'est bel et bien réel. Après environ une trentaine de minutes, les policiers lui disent qu'ils vont vérifier l'identité du chauffeur, qu'ils vont lui demander des explications et surtout qu'ils vont vérifier les caméras du bus, donc elle sera recontactée dès qu'ils auront toutes ces informations. Ils lui demandent aussi si elle veut qu'un proche vienne la chercher, mais la mère de son amie lui propose de la raccompagner elle-même et de rester avec elle jusqu'à que ça retombe un petit peu. Les agents repartent, la mère de son amie la raccompagne en voiture chez elle, et pendant le trajet, Méline appelle sa mère. Le lendemain, Méline nous raconte qu'elle ne va pas au travail, elle reste tranquillement chez elle avec sa maman, qui essaye de la consoler comme elle peut. Son téléphone, il vibre une dizaine de fois, c'est ses collègues qui lui demandent si tout va bien, parce que, elle n'a pas eu le temps de prévenir qui que ce soit. Elle attend un seul appel, c'est celui de la police qui pourra lui confirmer qu'il y a bien quelque chose de bizarre qui s'est passé. C'est en début d'après-midi qu'elle reçoit un appel, elle décroche immédiatement parce qu'elle sait qu'il s'agit de la police. Elle espère sincèrement qu'on va lui dire qu'il y a la preuve de quelque chose ou quoi que ce soit, mais malheureusement, c'est tout l'inverse. Le policier, au téléphone, lui dit calmement qu'ils ont visionné les caméras de ce bus et qu'il ne se passe absolument rien. Évidemment, il n'y a que les images, il n'y a pas de son, donc malheureusement, on ne voit que ce qui se passe et on n'entend rien. Ils disent également avoir interrogé le chauffeur qui affirme avoir pris un raccourci pour rentrer plus vite au dépôt et il a juré au policier l'avoir précisé à Méline quand elle est rentrée dans le bus et il dit qu'il ne s'est rien passé d'autre. Il dit aussi que quand Méline est rentrée dans le bus, elle avait l'air très stressée et que lorsqu'elle a appuyé sur le signal pour s'arrêter, il ne l'a pas vu parce qu'il était un petit peu fatigué. Et il mentionne souvent le fait qu'il lui a expliqué plusieurs fois qu'il allait directement au dépôt, qu'il n'allait pas prendre le même chemin que d'habitude et visiblement, Méline, elle lui aurait répondu ok. Il a même renchéri en disant aux policiers qu'elle a paniqué toute seule pour rien, qu'elle a cru que tous les autres chauffeurs l'attendaient alors qu'ils finissaient simplement leur service comme tous les soirs et qu'ils se retrouvent. Et le policier, au téléphone, il répète tout ça avec une voix très neutre qui laisse clairement entendre que pour eux, ça ne va pas aller plus loin. Et Méline, en entendant ça, elle sent sa gorge qui se serre parce que c'est exactement ce qu'elle redoutait. Personne ne veut la croire. Le policier finit par lui dire qu'il n'y aura pas de suite pour le moment, qu'elle peut rappeler si jamais il se passe quoi que ce soit d'autre, mais que pour l'instant, il n'y a pas assez de preuves ou même d'infractions. Par réflexe, elle dit merci, elle raccroche et elle fond en larmes. Bon, là il y a deux théories. Soit le chauffeur est bel et bien bizarre et qu'il avait vraiment des mauvaises intentions, ou alors peut-être que Méline a eu un mauvais pressentiment et qu'elle s'est fiée à ça, alors qu'en soi, le chauffeur avait rien derrière la tête. Malheureusement, on n'aura jamais la réponse, jusqu'au jour où il y a un élément qui va faire basculer l'enquête et qui va enfin nous donner le fin mot de l'histoire. Mes amis, on est 1 an et demi après les faits, Méline, je vous rappelle, elle a porté plainte contre ce chauffeur et ça a été entre guillemets classé sans suite, dans le sens la police a dit on n'avancera pas sur cette affaire parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, et ça a été un peu au point mort, jusqu'au jour où le dossier a été réouvert parce qu'en fait, ce chauffeur a été accusé de quelque chose d'assez grave. Un jour, une passagère du bus qu'il conduisait a porté plainte contre lui pour harcèlement, parce que visiblement, il lui faisait des commentaires très déplacés sur sa tenue. Après avoir mené une petite enquête, la police s'est rendu compte que le gars conduisait déjà sous alcool, et qu'effectivement, il a tenu des propos très déplacés envers cette personne, et ça a été confirmé par plusieurs témoins qui étaient dans le bus. Donc là, il n'y a pas de doute, ce mec a été condamné, et un des policiers qui était en charge de cette affaire était également en charge de l'affaire de Méline, et il a refait le lien entre les deux histoires. Et étant donné que pour la deuxième histoire, donc celle d'harcèlement, ils ont pu perquisitionner tout son matériel informatique, et ils ont pu fouiller tous ses disques durs, etc. Et mes amis, ce qui va vraiment faire basculer l'enquête, c'est que sur ces disques durs, le mec possédait plein d'informations sur Méline, sur sa famille, son domicile, ses amis. Il stalkait tous ses comptes de réseaux sociaux, il avait beaucoup de photos d'elle. Et tous ces éléments réunis laissent à croire que c'est bel et bien Méline qui avait raison. Et que ce mec, il n'était peut-être pas si bien intentionné que ce qu'il disait. L'enquête a duré de nombreux mois et finalement, ce mec a été interpellé. Ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que Méline, elle a bel et bien vécu une histoire d'horreur, que son instinct lui a dit « cours le plus vite possible parce que là, t'es dans une situation très dangereuse » et que malgré tout ça, personne ne la croit, y compris la police. Après, vous me direz, la police sur le moment n'a pas pu vraiment voir que quelque chose de bizarre se passait, parce qu'effectivement, peut-être que ce chauffeur allait simplement au dépôt et qu'il rejoignait ses collègues, mais Méline, elle se serait souvenue s'il lui avait dit qu'effectivement il allait au dépôt directement. Donc malheureusement, dans ce cas-là, on a une personne, donc Méline, qui a vécu une situation dramatique, qui malheureusement l'a traumatisée pendant un long moment, et personne ne l'a cru. Heureusement que suite à la première histoire, la police a pu refaire le lien entre les deux affaires, parce que sinon, aujourd'hui, elle serait toujours classée sans suite. Mes amis, un conseil, si vous êtes dans un transport public ou même dans une situation un peu comme Méline, où vous sentez que
quelque chose vous échappe ou qu'il y a quelque chose de dangereux qui se prépare, je pense que dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux d'être trop prudent que pas assez, et de tout simplement avertir les forces de l'ordre ou quelqu'un directement. En tout cas, fiez-vous toujours à votre instinct, je le dis dans plusieurs vidéos, mais vraiment c'est la meilleure des choses. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ou si vous ressentez quelque chose de bizarre, écoutez-vous. Je vous rappelle, on vit dans une société qui est quand même assez particulière, il y a des gens très bizarres un peu partout. Malheureusement, tous les humains ne sont pas très gentils et n'ont pas tous de bonnes intentions. Donc surtout, faites très attention à vous le soir lorsque vous rentrez seul. Et pas que le soir d'ailleurs, faites très attention à vous en tout temps. Voilà, première histoire très particulière parce que on est dans un truc où la police ne la croit pas, mais en même temps ils n'ont pas assez de preuves, parce que sur les caméras il n'y a rien, parce que la version de ce chauffeur a l'air crédible, et que finalement on a une vraie réponse lorsqu'il y a une deuxième histoire. Donc en gros il a fallu une deuxième histoire assez grave pour que ça se défile, et ça c'est assez regrettable. Bref, je vous propose de reprendre une petite boisson, moi je vous montre, je n'ai plus rien, je vais aller rechercher un truc, et je vous raconte la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Orlan. Orlan, c'est une jeune femme de 31 ans qui vit seule dans une maison isolée posée au milieu de champs à perte de vue. C'est en gros un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages, pas de voisins visibles, et surtout, aucune raison pour que quelqu'un vienne l'embêter. Bah oui, s'il n'y a pas de voisins, elle ne peut pas faire trop de bruit. Elle ne peut pas mal garer sa voiture pour empêcher les voisins de venir parce qu'il n'y en a pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Elle nous raconte qu'elle a choisi cette maison justement pour cette tranquillité et pour cette impression d'être coupée du monde, loin de tout bruit, loin des autres, parce qu'en fait, elle travaille sur son ordinateur, et ce, depuis chez elle, donc c'est trop bien. Elle nous raconte que quand elle fait du télétravail, elle laisse tout le temps les rideaux ouverts. Elle circule chez elle sans réfléchir et ne se pose pas de questions parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de vis-à-vis. Donc concrètement, personne ne peut voir à l'intérieur de chez elle. En plus de ça, elle habite toute seule, et ça lui a toujours été rassurant jusqu'au jour où elle est en train de bosser sur son ordinateur. Il y a la fenêtre qui est ouverte, et Orlan, elle remarque un drone qui passe devant. Bon, est-ce que c'est tonton Johnny qui vient d'acheter un drone et qui le laissait dans un champ? On ne sait pas. Et à la base, elle ne le voit même pas. Elle l'entend simplement parce que ça fait un bordel d'enfer. D'ailleurs, mes amis, petite anecdote, j'ai une marque sur ce bras, je sais pas si vous la voyez beaucoup à la caméra, mais attendez. Voilà, on va faire en sorte que vous la voyez. C'est ce petit trait. Eh bien, sachez que c'est une blessure de guerre parce qu'en fait, je me suis coupé avec un drone. Pour la petite histoire, en 2017, j'achète le Phantom 4 de DJI et j'ai la bonne idée de le faire voler dans ma chambre. Donc pour celles et ceux qui connaissent, quand vous voyez la taille de l'engin, vous vous dites forcément que la personne qui fait voler ça dans une petite chambre, elle est un peu demeurée. Est-ce que c'était mon cas? Tout à fait. Et en gros, je le fais voler dans ma chambre, en plus de ça, au milieu de la nuit, donc quel meilleur timing pour ça? Il y en a pas. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, j'étais vraiment bête. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je fais aller ce machin au milieu de ma chambre. Donc le truc il vole et je me dis, putain ça fait quand même beaucoup de bruit, 4h du mat, il y a des gens qui dorment dans la maison, bah faudrait peut-être arrêter. Du coup, quelle merveilleuse idée d'aller attraper le drone par le côté, donc de tendre mon bras comme ça, et que la pale, elle me coupe le bras. Bon, là évidemment, ça fait super mal, je commence un peu à saigner, et je décide tout simplement de désinfecter et rien d'autre. Le problème, mes amis, c'est que les jours d'après, ça s'est infecté, c'est devenu extrêmement dégueulasse. On est passé par toutes les couleurs, que ce soit du bleu, du violet, du jaune et du vert. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est d'aller faire recoudre à la pharmacie, ou du moins chez un médecin, mais faire recoudre, et je ne l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai une superbe marque ici. C'est une belle cicatrice qui ressemble à un boudin. Et d'ailleurs, j'ai la même sur le genou, pas pour la même raison, donc si jamais ça vous intéresse que je vous raconte cette petite anecdote, dites-le moi en commentaire. Je vous garantis, le niveau de débilité à ce moment-là, il était encore... Non, je pense qu'il était mieux que le drone, mais ça reste pas fameux. Bref, revenons-en à nos moutons. À ce moment-là, Orlan, elle est tranquille dans son salon, et il y a ce drone qui passe devant. Bon, déjà, il passe à toute vitesse, et comme je vous l'ai dit, ça fait un bruit d'enfer. Elle lève les yeux, presque par réflexe, et elle voit qu'il y a ce drone qui vole devant sa fenêtre, et il est comme suspendu dans l'air, pas très haut. Pendant un court instant, il reste immobile, puis il s'éloigne doucement en direction des champs. Bon, Orlan, elle fronce les sourcils, elle se dit, mais c'est quoi ce bordel? Le premier truc qui se passe dans sa tête, c'est de se dire, bon bah voilà, c'est quelqu'un qui vient d'acheter un drone en magasin, qui fait mumuse avec dans les champs, et j'ai envie de dire, c'est peut-être même mieux que de faire mumuse avec en plein milieu de la rue. Deuxième chose qu'elle se dit, c'est peut-être un agriculteur qui est en train de vérifier ses plantations, qui fait des prises de vue pour Instagram ou quoi, enfin, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne panique pas. Du coup, elle retourne à ce qu'elle faisait avant et elle n'y pense plus. Sauf que, plus tard dans la soirée, ce foutu drone, il revient devant chez elle. Et cette fois, il ne passe pas juste devant la fenêtre, il se place pile en face d'elle, à hauteur de sa tête, un peu comme s'il lui faisait face. Bon, Orlan, elle s'arrête net, elle le regarde, et il semble aussi immobile qu'elle. Donc, elle fait un pas en avant, en direction de la fenêtre, parce que lui, il est derrière la fenêtre, et le drone recule en même temps. Tout à coup, il se décale sur le côté, Orlan, elle s'approche encore, parce que elle se croit dans un film de science-fiction. Elle veut s'approcher du drone pour le voir de plus près, mais tout à coup, le drone s'éloigne, et il disparaît. À ce moment-là, notre amie, elle commence à trouver ça un petit peu étrange, mais pas encore très inquiétant. Elle attrape son téléphone pour faire un peu de lumière avec sa lampe de poche, elle ouvre la fenêtre, qui à ce moment-là était en imposte, elle regarde à l'extérieur, mais il n'y a plus rien. Bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui faisait mumuse avec son drone,
y a pas de problème. Le lendemain matin, alors qu'Orlan est dans la cuisine, elle entend le même bruit que la veille. Donc cette espèce de bruit de moustique qui vient vous niquer, c'est vraiment désagréable. Elle lève les yeux et à ce moment-là, elle voit le drone qui flotte encore devant sa fenêtre, toujours à la même distance, toujours à la même hauteur, et il ne bouge pas. Donc c'est comme s'il y avait un espèce de petit ovni qui est en train de vous fixer alors que vous coupez vos meilleures carottes. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça commence à être un petit peu chiant ? J'en ai bien l'impression. Donc, son réflexe à ce moment-là, c'est de changer de pièce. Elle passe dans le couloir, puis dans le salon, et elle remarque que le drone, il suit tous ses déplacements. À chaque fois, il va se positionner devant la fenêtre la plus proche d'elle, et toujours en la fixant. Bon, Orlan, elle trouve ça hyper bizarre, donc elle teste quelque chose. Elle se met volontairement hors de vue, puis elle revient direct devant la fenêtre, et là, le drone, il est toujours là. Au moment où elle sort son téléphone de sa poche pour pouvoir le filmer, eh bien, le drone s'élève et il se barre. Bon, est-ce que c'est réellement quelqu'un qui est en train de jouer avec un drone? Est-ce que c'est un alien qui vient d'une exoplanète avec un superbe vaisseau spatial et qu'Orlan est la première sur Terre à les distinguer? On ne sait pas. Mais vous imaginez bien qu'elle reste là, figée avec son téléphone à la main. Elle regarde autour d'elle parce que vraiment, elle a l'impression de devenir complètement folle. Elle sort même à l'extérieur sur le pas de sa porte pour pouvoir scruter les champs. Mais il n'y a rien ni personne. À partir de ce moment-là, Orlan, elle n'arrive plus à faire comme si de rien n'était, parce que chaque jour, le drone il apparaît plusieurs fois, et à chaque fois qu'elle essaye de l'éviter, il la suit de pièce en pièce. Un jour, Orlan, elle essaye d'appeler sa meilleure amie pour pouvoir lui en parler, et surtout pour lui faire entendre le bruit de cette espèce de moustique géant, parce que mes amis, je sais pas si vous avez déjà entendu un drone voler, mais ça fait un bordel pas possible. Donc imaginez-moi à 4h du matin dans ma chambre, c'était un petit peu particulier pour mes parents. À ce moment-là, Orlan, elle est au téléphone avec son amie, mais le temps qu'elle appelle sa pote, eh bien le drone, il a filé. Autant vous dire qu'à partir de là, elle commence à avoir la désagréable sensation d'être observée. Donc ce qu'elle fait, c'est que maintenant, à chaque fois, elle ferme les rideaux, histoire de ne pas être dérangée lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle fait la cuisine, lorsqu'elle est en train de prendre son bain, ou peu importe. Un fameux jour, en fin de journée, alors qu'elle est assise dans le salon, elle se lève pour aller fermer les rideaux, et avant de les tirer, elle jette un regard dehors, et elle voit que le drone est là, immobile, parfaitement aligné avec la fenêtre, comme s'il enregistrait le moindre mouvement qu'elle faisait. Et là, ça y est, elle se dit... Il y a un taré qui est en train de m'observer avec ça, ou alors c'est un alien, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'observe, et ça devient un petit peu angoissant. Quelques minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Le bruit la fait sursauter, parce que vous imaginez bien à quel point elle est tendue. Orlan, elle reprend son souffle, elle reprend ses esprits, elle met quelques secondes avant de réagir. Elle regarde l'heure sur son téléphone et elle essaye de comprendre qui pourrait venir jusqu'à chez elle. Et d'ailleurs, sans prévenir, parce qu'en général, personne ne passe jamais dans ce coin. Comme je vous l'ai dit, elle habite au milieu des champs, donc qui viendrait sonner à cette heure? Bref, elle s'approche de la porte, elle regarde par le petit œillet et elle voit un homme qu'elle n'a jamais vu. Il est plutôt bien habillé avec une chemise relativement propre, une veste claire, les cheveux bien coiffés et il tient un gâteau dans ses mains comme s'il venait à un anniversaire. Orlan, elle ouvre quand même la porte mais avec méfiance. L'homme sourit immédiatement et il se présente comme étant un voisin. Il dit qu'il n'habite pas très loin de l'autre côté du champ et qu'il prend enfin le temps de venir se présenter. Orlan nous dit qu'il parle calmement, d'une voix plutôt posée comme quelqu'un qui n'a aucune raison d'être là mais qui a trouvé une bonne occasion de discuter. Bon, en voyant ça, notre amie, elle se détend un petit peu, elle se sent presque ridicule d'avoir eu peur d'un drone, donc elle le remercie pour le gâteau et elle le fait entrer. Là, par politesse, elle lui propose quelque chose à boire, les deux s'installent et ils commencent à discuter. Très vite, pendant la discussion, l'homme regarde autour de lui et il commente la maison. Il dit que c'est un endroit agréable, que ça doit être très reposant de dormir ici, de vivre ici, et Orlan, elle acquiesce. Elle dit oui, tout à fait, c'est vraiment un coin paisible. Et à un moment, il lui demande depuis combien de temps elle vit là. Bon, notre amie, elle nous confie qu'elle répond à ces questions de façon un petit peu mécanique, et plus le temps passe, plus la conversation évolue vers des questions qui concernent presque uniquement Orlan, du style qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, depuis combien de temps elle est là, comment est-ce qu'elle est arrivée ici. Du coup, elle répond comme elle peut, elle lui dit que voilà, avant elle habitait en ville, qu'elle avait besoin de calme, donc elle est venue à la campagne. Et le mec, lorsqu'elle lui raconte ça, il dit oui, je comprends tout à fait, enfin, il fait genre de totalement capter ce qu'elle dit. Et il dit même que lui aussi aime les endroits reculés comme où elle habite. Au final, le courant passe hyper bien entre les deux, c'est un bon moment qu'ils passent. L'homme lui pose des questions sur son travail, sur ce qu'elle fait exactement sur son ordinateur. Si elle travaille beaucoup, si elle a des horaires fixes ou si elle s'organise comme elle veut. Alors, notre amie Orlan, elle répond naturellement. Elle explique qu'elle est souvent chez elle, qu'elle bouge peu la journée et que finalement, cette liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut quand elle veut, eh bien, c'est plutôt agréable. À un moment, pendant la conversation, alors qu'ils sont en train de boire quelque chose, l'homme la regarde un peu plus attentivement. Il se rapproche légèrement d'elle et il lui dit « Tu sens très bon ». Bon, vous allez me dire c'est mieux de dire ça plutôt que « tu sens la merde », mais c'est particulier. Orlan, elle sourit par politesse et elle le remercie parce qu'elle pense à un compliment un peu maladroit. Et puis, il ajoute une phrase sur le même ton, comme si c'était normal, et il lui dit « écoute, c'est normal, quand quelqu'un sort de la douche, il sent bon ». Cette phrase, mes amis, c'est un cataclysme dans la tête d'Orlan parce qu'elle est sûre et certaine de ne jamais avoir mentionné qu'elle sortait de la douche. Donc ce mec a cette info, on ne sait pas comment, mais c'est sûr et certain
qu'elle ne lui a pas dit. Là, Orlan comprend immédiatement que le drone qu'il observe depuis plusieurs jours, c'est probablement le sien. Quand je disais tonton Johnny qui faisait aller un drone, en fait, c'est lui. Et tout se met en place dans sa tête très vite. Le drone ne regardait pas la maison ou les alentours, il la regardait elle. Et à ce moment-là, elle sent la panique qui monte très vite. Elle sourit pour faire genre qu'il n'y a rien. Parce que la dernière chose qu'elle veut, c'est qu'ils comprennent qu'elle a capté quelque chose et que ça parte en couille. Là, elle lâche un petit rire nerveux, elle dit... Oui, je sors de la douche. Et elle le voit dans son regard que le mec a compris qu'il avait fait une grosse gaffe en disant ça. Et son sourire, il commence à être un petit peu plus figé. Et à un moment, il lui dit « Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ?» Notre amie, elle se lève, avec les jambes qui tremblent comme jamais. Elle se dirige en direction de la cuisine. Et lorsqu'elle est hors de vue du mec, elle attrape son téléphone et elle envoie un message d'urgence à sa meilleure amie qui n'habite pas très loin d'ici. Elle prend pas vraiment le temps d'expliquer le pourquoi du comment. Elle écrit simplement qu'il y a un homme chez elle et qu'elle a peur. Et surtout, qu'il faut venir immédiatement. Elle appuie sur le bouton envoyer et elle repose le téléphone comme si de rien n'était. Ensuite, elle retourne dans le salon et quand elle revient, elle a le verre d'eau dans sa main. Mais lorsqu'elle voit que le mec est assis sur le canapé, elle a le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce gars, il tient un objet dans les mains qui lui paraît très familier. Et cet objet, mes amis, c'est le foutu drone qui était devant chez elle. Comment est-ce que le gars l'a fait apparaître ? On peut imaginer un claquement de doigts ou un lapin qui sort d'un chapeau. Eh bien non. En fait, il lui dit... Je viens d'aller chercher quelque chose parce que je l'avais laissé derrière la porte, donc la porte d'entrée de chez Orlan. Et ça me faisait trop plaisir de te montrer ce petit bijou de technologie. Bon, Orlan, elle sait pas comment réagir parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et avant même qu'elle ait le temps de dire quoi que ce soit, de réagir ou peu importe, l'homme appuie sur un bouton, le drone fait un bordel pas possible et il s'élève dans la pièce et elle n'a même pas le temps de contempler ce superbe spectacle que le drone se met à foncer dans sa direction. Orlan, elle a juste le réflexe de tourner la tête mais malheureusement les hélices, elles la chopent un peu au visage. Évidemment, la douleur est immédiate, elle sent sa peau qui se déchire et surtout du sang qui commence à couler très vite. Au passage, ça a failli lui rentrer dans l'œil, donc à tout moment elle perdait la vue. Et lui, ce connard, il éclate de rire, comme si c'était un petit spectacle. Il la regarde en train de paniquer, en train de porter la main à son visage pour se couvrir, et il rigole en lui expliquant que voilà, ça fait des semaines qu'il l'observe avec ce drone, que la regarder vivre chez elle, c'est son passe-temps favori, et qu'en plus, elle ne s'en est jamais rendu compte. Donc pour lui, c'est un jeu. Notre amie, elle recule encore un peu, elle est complètement sonnée, et il ne lui laisse même pas 2 secondes, parce qu'en fait, il se jette sur elle. Orlan, elle se débat de toutes ses forces, elle tape, elle hurle, elle essaye de se défendre tant bien que mal, mais l'homme, malheureusement, il est plus fort qu'elle, et elle comprend qu'elle est totalement en train de perdre le contrôle de la situation. Pendant qu'ils se débattent, lui, il lui parle, sa voix, elle est très calme, et le gars lui explique qu'elle est parfaite pour lui parce qu'elle vit isolée, qu'après des semaines d'observation avec son drone, il s'est rendu compte qu'elle était peut-être un peu naïve. Vous allez me dire, sur quels critères est-ce qu'il se base pour dire ça ? On n'en a aucune idée, mais le mec, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour se rendre compte que c'est un fou furieux. Pendant qu'ils sont en train de se battre au sol, à l'extérieur, on entend un bruit, et tout à coup, on voit des lumières à travers la vitre, des portes qui claquent, et surtout, la voix de plusieurs hommes. Évidemment, le fou furieux se fige en une fraction de seconde. Il n'a même pas le temps de bouger ou de dire quoi que ce soit, que la porte d'entrée, elle vole en éclats. Il y a la meilleure amie d'Orlan avec 3 mecs qui entrent dans la maison, et autant vous dire que le fou furieux, il se fait détruire. L'homme se débat, il crie, mais il est rapidement maîtrisé. Orlan, elle assiste totalement impuissante à la scène, comme si elle était ailleurs. Les sons sont un peu étouffés, la tête est en train de tourner, et en fait, un des hommes qui est intervenu, c'est le frère de la meilleure amie d'Orlan, donc celle qu'elle a appelée. Et ce gars, il dit, appelez les flics. Sauf que la meilleure amie d'Orlan, à ce moment-là, elle a un bon réflexe, elle dit, mais on est tellement reculés qu'ils vont mettre une éternité à arriver. Donc, ce mec, on va le maîtriser, et c'est nous qui allons l'emmener dans un commissariat. Heureusement, ils sont venus avec 2 voitures, donc sa meilleure amie amène Orlan à l'hôpital, pendant que le mec, il est dans la voiture avec 3 gars bien plus balèzes que lui, donc autant vous dire qu'il va passer un sale quart d'heure. À l'hôpital, les médecins s'occupent surtout de la blessure qu'elle a eue au visage, et il lui explique encore une fois qu'elle a eu énormément de chance, parce qu'à quelques centimètres près, c'était son œil qui était touché, et là, c'était fini. Quand elle explique au médecin ce qui s'est passé, il lui conseille forcément d'aller porter plainte. Et c'est exactement ce qu'elle fait lorsqu'elle sort. Commissariat, elle raconte tout, le drone qui la suivait, ce mec qui est venu chez elle. Et lorsqu'elle raconte toute cette histoire, les enquêteurs lui disent que en fait, ce n'est pas un cas isolé. Depuis quelque temps, il y a des gens qui se plaignent qu'un drone vient les observer, ou du moins qu'il tourne autour de la maison, assez proche, à basse altitude, mais jamais le gars n'est entré chez eux comme il l'a fait chez Orlan. Maintenant, je crois qu'ils ont réponse à leurs questions. Ce mec a été identifié, ils ont pu l'interpeller. Enfin, ils ne l'ont pas vraiment interpellé, il lui aura été livré sur un plateau d'argent. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ce mec fait ça? Quel était le but? Quel était l'objectif? Est-ce qu'il aurait vraiment pu tuer Orlan? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, je pense qu'on n'a pas envie de savoir. Un mec comme ça, sa seule place est en prison pour un bon petit moment, histoire qu'il ait eu le temps de réfléchir à ses actes. Et heureusement que l'hélice n'a pas touché l'œil d'Orlan, parce que ça aurait été juste dramatique. Les blessures qu'elle a, j'imagine que c'est un peu le même genre que j'ai au bras. Potentiellement que ça peut laisser une petite cicatrice, mais en tout cas,
c'est mieux que d'avoir un œil en moins. Et cette histoire, elle a traumatisé à un tel point qu'elle a choisi de déménager. Et depuis ce jour-là, mes amis, elle nous raconte qu'elle a adopté 2 énormes chiens et que le moindre mec qui viendrait pour lui faire du mal, il est mort. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous avoue, elle est très originale. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionnée, en tout cas moi je l'ai bien aimée, c'est une mécanique un petit peu différente. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, cette année il y aura des histoires qui seront un petit peu plus particulières, parce qu'en fait je me rends compte que sur les forums et groupes etc. sur lesquels je trouve les histoires, eh bien la majorité d'entre elles, en fait je les ai déjà racontées sur la chaîne. Donc j'arrive à un stade où je commence un petit peu à épuiser mes stocks d'histoires. Et le truc c'est que j'en trouve d'autres qui sont un petit peu moins crédibles, dans le sens on se croirait un petit peu dans un film, mais je me dis, après tout le thème de la chaîne c'est de passer un bon moment devant une vidéo, une histoire d'horreur. Donc, pourquoi pas les raconter et vous faire kiffer. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire que désormais, les histoires, elles seront peut-être un petit peu plus particulières que d'habitude. En tout cas, moi, ça change pas le fait que j'adore vous les raconter. Prochainement, il y a un format où j'aimerais faire quelque chose de simple, mais qui va, je pense, vous plaire. Et même si ça ne vous plaît pas à vous, moi, ça va me plaire énormément. C'est rien de très particulier, ne vous en faites pas, mais en gros, vous voyez ce fauteuil ? Moi j'ai envie de me poser dessus, de vous raconter des histoires, de discuter, toujours autour de l'horreur, mais de façon un petit peu plus simple. L'idée, c'est vraiment un format discussion où il y aurait une petite musique d'ambiance, mais il n'y aurait pas des cuts toutes les 30 secondes comme un thread d'horreur, beaucoup d'illustrations, etc. Ce serait vraiment en mode podcast et je me dis, 1 ou 2 fois par semaine, en plus des threads d'horreur, eh bien ça peut être super cool. Moi ça me fait mon petit moment tranquille de la semaine, mon petit rendez-vous apaisant. Et vu que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, j'écoute tes histoires parce que j'aime bien ta voix pour m'endormir, ou que ça m'aide à décompresser de la semaine, etc., je me dis peut-être que vous allez apprécier. En tout cas, j'ai trop hâte, ça arrive très prochainement. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.